Welcome back. J'espère que vous passez une bonne journée et nous allons continuer, je pense, cette bonne journée en abordant un thème qui, j'en suis certain, nous occupe très nombreux et nombreuses en tant que patron d'entreprise, responsable de ressources humaines, manager, qui est cette nouvelle génération. Comment manager cette nouvelle génération, comment préparer l'arrivée de l'entreprise. Alors, je vais être entouré d'un groupe de choix avec moi cet après-midi. Et donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Karine Blanc, qui est leader Luxembourg de Decathlon. Elle nous expliquera dans quelques minutes ce que ça veut dire. François Bade, à l'autre côté, qui est directeur conseil bancaire et ressources humaines chez Deloitte Luxembourg. Et Mathieu Wending, qui est équipier chez Innovon et qui nous expliquera aussi ce qu'équipier veut dire dans son langage. Mais peut-être commençons par un peu poser le sujet. Nous allons parler des nouvelles générations. De quoi parle-t-on? Alors, on pourrait s'amuser à essayer de retrouver ce que veut dire X, Y et Z. Alors, le baby boomer, je suppose que vous savez qu'il s'arrête en 64. Donc, ceux qui sont nés avant 64 sont nos fameux baby boomers. Ceux qui sont en 65 et 79, 79 pour les Belges et les Suisses, et qui ont aujourd'hui entre 40 et 55 ans, ce sont les fameuses générations X. Je lève la main, je suis coupable, j'en fais partie. Les Y sont nés entre 80 et 94, ils ont aujourd'hui entre 25 et 39 ans, et les Z entre 96 et 2012-2015. Alors pour compliquer les choses, on peut clairement dire que vous avez également les millénials, qui sont eux nés au début des années 80 et les débuts des années 2000, et qui sont en fait, si vous avez suivi les enfants des baby-boomers ou du début des générations X, et si vous êtes encore parmi nous, vous avez les alphas qui ont commencé à naître au début des années 2010 et qui naîtront jusque dans les années 2025, et qui en conséquence sont bien les enfants des millénials. Vous avez tout suivi? On fait une interrogation? Non, sans rire. Le sujet qui nous intéresse, en fait, ce sont les jeunes de manière générale, ceux qui nous rejoignent, qui sont effectivement avec de nouvelles attentes, qui clairement nous regardent un peu autrement, nous les baby-boomers ou les X, en se disant ben, « moi, je n'ai pas ton modèle, je ne fonctionne pas comme toi ». Et donc, il y a une manière probablement d'essayer de faire rentrer ces nouveaux collaborateurs dans les entreprises. Alors, une première question, ce serait de se demander est-ce que toutes les entreprises sont concernées? Est-ce que ce n'est que les groupes de services, de distribution qui sont concernés par le sujet? La réponse est bien entendu non. Que vous soyez une PME, une grande entreprise, que vous soyez une institution publique ou une institution privée, que vous soyez une association, je pense que tous les jeunes qui rejoignent ces différentes structures, organisations ont des attentes, regardent les choses différemment, sont en quête de sens. On va en parler dans quelques minutes et on va égrener, je pense, un certain nombre d'expériences et de statistiques. Mais on a aussi, nous, chefs d'entreprise ou responsables ou managers, un vrai sujet. C'est que dans nos entreprises aujourd'hui, on commence à voir un certain nombre de manques de compétences émerger. On est confronté, on en a parlé, je pense, assez longuement avec le panel précédent, on a parlé longuement sur le sujet de l'informatisation, de la digitalisation et de tout ce que ça implique. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que tout le monde est capable de? On crée des postes aujourd'hui sur... on est entouré aujourd'hui de technologies, de streaming, etc. Mais il y a aussi tout ce qui tourne autour du data, il y a aussi tout ce qui tourne autour de la cyber. Est-ce qu'on a les gens, est-ce qu'ils sont capables d'évoluer vers ces emplois? Donc, on voit qu'en parallèle de l'intégration de ces nouveaux collaborateurs, il y a aussi une pénurie aussi bien en intérieur que parfois en extérieur de compétences, et que pour continuer à fonctionner, nous avons besoin de nous adapter, de réinventer nos modèles et de changer. Et justement, je pense que c'est très intéressant d'avoir les invités que j'ai autour de moi aujourd'hui, puisqu'ils vont pouvoir témoigner aussi bien d'entreprises en mouvement qui font les choses très différentes, que d'études qui sont menées sur le sujet, où on va pouvoir entendre des choses qui sont statistiquement relevantes, on va en parler tout à l'heure, sur des études faites sur des milliers de personnes, mais aussi le regard extérieur d'un coach qui, lui, quelque part, va probablement nous donner la synthèse entre la théorie et la pratique. Donc, je pense qu'on peut commencer sans attendre. Karine Blanc, qu'est-ce qui se passe vu de l'intérieur chez Decathlon? Bonjour à tous déjà. Donc effectivement, on va dire que Decathlon historiquement a un lien un lien avec les jeunes, puisqu'on a plutôt une image d'entreprise avec beaucoup de jeunes à l'intérieur.
Et pour plein de raisons, moi, il y a 2 éléments en fait assez marquants, je trouve, chez nous. C'est déjà notre process de recrutement, qu'on cherche à rendre un peu moins stéréotypé, un peu plus fun. Déjà, et puis aussi je l'expliquerai un peu après, et aussi dans les profils qu'on recrute. Nous, on est on cherche à recruter des sportifs pratiquants qui prennent soin de leur terrain de jeu. Donc c'est assez important, c'est-à-dire que peu importe le niveau d'études, ça nous intéresse assez peu, et peu importe le niveau d'expérience. Donc nous, on cherche vraiment des gens qui soient passionnés de sport et qui fassent attention à l'environnement. Et aussi, historiquement, chez Decathlon, on a une volonté d'accompagner les jeunes. Donc on prend beaucoup d'étudiants, on prend beaucoup d'alternants aussi, avec la volonté de les former, de leur transmettre un certain nombre de valeurs. Et après, ils restent ou pas chez nous, ça a peu d'importance. Alors, je vais prendre l'exemple du magasin de Decathlon d'Arlon, qui n'est pas très loin, où aujourd'hui, on a à peu près 50% de nos collaborateurs qui ont moins de 25 ans, qui se sentent plutôt bien dans l'entreprise. Et ce qui fait aussi qu'on attire des jeunes, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est dans les process de recrutement, où on les fait de façon un peu différente. C'est déjà l'équipe de recruteurs, ce n'est pas forcément des managers, ce sont des managers et également des collaborateurs qui le souhaitent, donc qui intègre cette équipe de recruteurs. Et après, on organise en fait souvent des sessions de recrutement collectif qu'on rend assez fun, c'est-à-dire qu'il y a toujours un entretien découvert, puisqu'il faut essayer de quand même cerner la personnalité du candidat. Mais on organise toujours également des sessions de sport collectif, parce que ce qui nous intéresse, en fait, de voir, c'est le savoir-être et aussi le comportement dans un collectif, puisque nous, le collectif est très important. Et c'est plutôt de voir comment cette personne va se comporter, en fait, parmi ce collectif. Et voilà. Et donc ça, ce sont des méthodes qui parlent assez bien aux jeunes générations et qui démystifient un petit peu le recrutement assez stressant. Voilà. Et nous, on fait 1 ou 2 sessions, 1 ou 2 entretiens, et on dit oui ou pas, on te prend. On ne fait pas attendre des semaines, donc c'est assez simple en fait et assez... Oui, assez fun, je peux le dire comme ça, et ça, c'est ce qui attire aussi les jeunes générations. Ce qui forcément leur plaît. Hein. Mathieu, j'entendais ce mot équipier chez vous, ça, quelque part, ça résonne pratiquement. Alors, racontez-nous un peu, équipier. Alors, équipier, la première chose qu'on m'a demandé, c'était de me présenter, et j'ai dit, je suis un équipier comme les 450 hommes et femmes qui constituent ce beau groupe d'entreprises. Alors, pourquoi se relayer avec le mot équipier ? Parce qu'on estime chez nous que les salariés viennent chercher un salaire. Et on croit chez nous que les gens ne viennent pas chercher qu'un salaire, mais qu'ils viennent aussi chercher quelque chose au sein de nos organisations. Alors, pour parler de ce groupe-là, c'est 8 organisations très différentes les unes des autres. On a un hôtel-restaurant où on cultive une certaine idée de la perméaculture. On a une entreprise dans laquelle on fait du flexible hydraulique, qui a connu la crise d'ailleurs en 2009 et qui a donné l'impulsion à notre dirigeant de réinventer le modèle du management tel qu'on l'avait créé à la création de cette entreprise en 1995. Et puis on a plein d'entreprises qui viennent nous rejoindre régulièrement et qui sont souvent sous l'impulsion effectivement d'un équipier, d'une équipière qui a une idée, qui a envie de vivre cette idée, qui a envie de faire vivre cette idée. Et donc ça laisse de la place à l'intrapreneuriat au sein des organisations comme les nôtres. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Je voudrais rajouter une chose, c'est qu'on croit en la force de l'intelligence collective et en la question de la subsidiarité. Ça, c'est quelque chose qui est important dans des organisations comme la nôtre. Et on associe souvent la performance, alors peut-être que le mot bonheur est galvaudé, mais je pourrais utiliser le bien-être. On dit souvent chez nous que les gens sont un peu moins malheureux chez nous qu'autre part. Et quand on associe de la performance et du bien-être, alors derrière, on a plein de gens qui s'épanouissent et puis on a une entreprise qui prospère. Et c'est le cas depuis maintenant de nombreuses années. Merci Mathieu. On voit quand même un certain parallélisme entre ce que vous racontiez tous les deux. Alors, je vais peut-être m'adresser à vous concernant l'étude que François vous avez faite justement sur ces jeunes. Si on regarde peut-être un point pandémie là tout de suite là, avant de peut-être rentrer dans le détail tout à l'heure, qu'est-ce que ça raconte ? Alors oui, effectivement, Christian, et bonjour à tous déjà. C'est une étude qu'on a menée en 2 phases chez Deloitte au niveau mondial depuis la fin de l'année dernière, donc depuis fin 2019, et on a rappelé en fait en tout cas aux jeunes qui avaient participé pour faire un point post-pandémie. Donc c'est une étude qui concerne 43 pays dans le monde sur à peu près 27 000
millennials, on va dire les Y et les Z, dont vous avez parlé tout à l'heure, Christian, ce pas tout à fait les mêmes dates, mais Y et Z. Cette étude, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que la pandémie, quand on regarde, là, quand on interroge les jeunes, ces générations-là, en avril, a eu un impact majeur pour 2/3 des sondés. C'est considérable. Hein. Que ça a drastiquement affecté leur carrière, soit dans les perspectives qu'ils envisagent à l'avenir, soit dans leur job au quotidien qu'a lieu, on aura l'occasion, je crois, d'y revenir, soit même dans leur temps de travail. Pourquoi je dis temps de travail? Parce que plus du tiers des sondés ont vu leur temps de travail baisser de manière un peu subie pendant cette pandémie, soit, et on le voit sur certains pays où la couverture sociale est un peu moins élevée pour du recours au chômage, et pas partiel, une vraie perte d'emploi, soit du chômage partiel, soit de l'activité non rémunérée. Maintenant, et le jeune est toujours positif derrière, il voit vraiment ces générations Y, Z, il voit le verre plutôt à moitié vide en se disant ça va être l'occasion de refonder quelque chose, mais on ne veut pas simplement subir ce nouveau quelque chose, on veut pouvoir y participer et le construire avec les autres, construire ensemble ce nouveau monde post-pandémie. Merci. Donc, en fait, si on essaye peut-être de regarder high level ce qui se passe au niveau de ces jeunes générations, il y a quand même quelques traits extrêmement marquants. Je vais peut-être en citer deux parce qu'on pourrait y passer l'après-midi et je pense que ce n'est pas l'objet. Un premier, c'est le fait qu'on a cette génération hyper connectée. On y a passé, encore une fois, beaucoup de temps, il y a quelques minutes, à en parler. Et ce qui est quand même extrêmement intéressant, c'est de se rendre compte que cette connexion, elle n'est pas synonyme justement de bien-être ou de bonheur. Il y a une célèbre compagnie d'assurance américaine qui mène depuis des dizaines d'années une enquête tous les ans sur le loneliness, le fait d'être seul. Et depuis toujours, en fait, c'est toujours les générations 90 ans, 80 ans, etc., qui sont les plus jeunes. Depuis 2 ans, les plus jeunes sont les 20-25 ans. Les plus seuls sont les 20-25 ans. Donc on se rend compte que le phénomène de la solitude, en fait, frappe de manière assez violente les jeunes générations. Et on le voit, la manière dont les jeunes interagissent aujourd'hui, elle n'est plus physique, elle est virtuelle. Moi, je me bats contre, dans mes open space, qu'on en arrête d'envoyer des emails aux gars qui se trouvent à la même distance que Karine de moi. Quand on est au Coffee Corner, qu'on envoie un WhatsApp au gars qui est assis juste à côté, quoi. Moi, personnellement, dans ma génération, ça me rend fou. Pour eux, c'est naturel. Et en même temps, ils en souffrent. Donc on a vraiment ce phénomène de solitude, et j'entends dans les méthodes que vous utilisez que vous essayez forcément de les combattre. Ça, c'est un premier phénomène qu'on voit qui est clair. Un deuxième que j'aurais voulu peut-être noter, c'est l'absence de volonté de travailler pour les grands groupes ou de travailler pour les structures. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une montée assez violente de nombre de freelance. Alors, le phénomène est encore modéré en Europe continentale, puisqu'on est entre 15 et 20% de freelance dans les jeunes générations. Aux États-Unis, on est à 45%. 45%. Dans le monde de la tech, on est au-delà de 60%. Donc 60% des jeunes de la tech sont freelance. Ce qui veut dire que quand vous êtes une entreprise, quelle qu'elle soit, et que vous essayez de recruter quelqu'un dans vos services IT, digitaux, votre pool, il est déjà réduit de 60% avant même de commencer. Et on voit ce phénomène qui s'accélère de plus en plus. D'où la difficulté que nous avons tous, en tant qu'employeurs, d'attirer, de faire venir ses collaborateurs. Alors, est-ce que ça a vraiment un impact? Alors, quand j'ai lu votre étude, je me suis rendu compte qu'il y a quand même une statistique intéressante qui dit que 6 employés sur 10 estiment que les actions récentes de leurs employeurs leur donnent envie de rester dans l'entreprise. Donc, ça veut dire que, clairement, quand on fait quelque chose, il y a de l'impact. Ça veut dire qu'on peut, nous, employeurs, influencer les jeunes pour rester chez nous. Encore faut-il savoir faire les bonnes choses. Alors, vous nous avez parlé de vos méthodes de recrutement tout à l'heure, Karine. OK, on a fait le recrutement. Maintenant, j'arrive chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Alors, justement, c'est intéressant parce que Decathlon est un grand groupe. Mais une des réponses, en fait, que le groupe a apportées, c'est de dire... les magasins décident en local. Donc ça, déjà, on revient à un niveau local, bien qu'on soit dans un grand groupe. Et ce qui permet, en fait, quand un nouveau collaborateur arrive, déjà, on lui a préparé un plan de... Enfin, voilà, il a un parcours d'intégration qui est écrit et, en fait, il est pris en charge par ses coéquipiers, en fait. Donc il y a une immersion qui est déjà qui est prévue, qui est totale. Et ça déjà, ça donne un esprit, en fait, je parlais du collectif, assez important et donc déjà souvent un bien-être. Et alors on parlait des outils, donc chez Decathlon, en fait, dans les magasins, on n'utilise plus du tout les ordinateurs, on ne travaille qu'avec des smartphones.
Et chaque collaborateur a un smartphone personnel, donc on lui remet tout de suite. D'accord. Ce qui lui permet aussi d'avoir accès, donc on a une offre d'e-learning qu'on vient justement de changer début septembre, qui est encore plus adaptée aux nouvelles générations, les sous forme très ludiques de jeux. Ce qui permet effectivement de se former en même temps qu'on est dans le rayon. Et en fait, cet outil permet aussi d'avoir un lien direct avec les clients, donc permet de faire plein de choses. Et en fait, ils sont très à l'aise, en fait, les nouvelles générations avec le smartphone, donc ça répond effectivement à leurs habitudes. Et ce qu'on apprend aussi chez nous, c'est la polyvalence. On parlait de titres tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'en interne, il n'y a pas de titre. Alors il y en a plus pour l'extérieur que pour l'intérieur. Et là, on apprend la polyvalence. Je reprends l'exemple d'Arlon. On n'a pas d'équipe en fait d'hôtes de caisse. Tous les collaborateurs sont formés jusqu'au directeur. Et on va régulièrement passer X temps en caisse. Chacun fait la même chose et on est formé à tout. Donc là aussi, ça réduit en fait ce sentiment hiérarchique. Et là, c'est plutôt de dire on fait tous la même chose, on a tous le même rôle. Donc ça, c'est quand on arrive. Et après, en fait, quand on est chez nous depuis quelques temps, en fait, quand le collaborateur maîtrise les basiques métiers, je dis bien basiques métiers, je ne dis pas au bout de 6 mois, 1 an, c'est bien au rythme du collaborateur, c'est lui en fait qui vit son intégration et qui assimile son métier. Il peut en fait proposer d'intégrer ou de travailler sur telle ou telle mission qui sert en fait le magasin. Donc c'est bien lui qui vient avec une idée, qui dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là. Donc il va écrire en fait, moi j'aimerais bien tenir ce rôle dans le magasin. Et puis il faut peut-être me libérer X heures dans ma semaine pour ce rôle. Et puis potentiellement, je pense que je vais apporter quelque chose. Donc mon salaire, j'aimerais bien qu'il soit augmenté de tant d'euros. Donc là, c'est vraiment, on va très très loin. Donc, et après, effectivement, le collaborateur présente son projet. Et il y a souvent en fait une petite équipe en face, aussi de collaborateurs du magasin, qui va dire bah oui, c'est plutôt une bonne idée. Donc vas-y. Et important aussi le droit à l'erreur, c'est-à-dire que ce coéquipier peut très bien se dire bah voilà, j'avais cette mission. J'ai testé et en fait ça ne me convient pas ou ça n'apporte rien, et ben j'arrête. Et il n'y a pas de souci. Mais au moins on a essayé et ça peut déboucher sur autre chose ou ça peut s'arrêter. C'est plutôt de se dire laisser en fait les collaborateurs ou les coéquipiers avoir envie d'essayer des choses pour améliorer aussi notre service client, notre service aux clients et puis la vie dans l'entreprise. C'est presque une autogestion quelque part. Mais oui. Vous nous aviez parlé, quand on avait discuté de cette table ronde aussi, du capitaine d'un jour Oui, alors ça aussi, c'est effectivement, on essaye, comme je vous dis, polyvalence, donc on a effectivement un directeur magasin, ça, on est obligé, mais après, en fait, ce directeur du magasin n'est pas responsable du magasin quotidiennement, la responsabilité est laissée aux collaborateurs, et nous, on croit chez nous que la responsabilité, c'est pas lié forcément au management, parce que c'est souvent le parallèle qu'on fait, donc en fait, chaque collaborateur, si un collaborateur souhaite prendre par exemple plus de responsabilités, il va dire, moi j'aimerais bien être capitaine ou permanent, ça dépend on nomme les deux, et c'est-à-dire que cette personne-là, pendant une journée, elle est responsable dans le magasin. Donc si un collaborateur a un souci, il va voir cette personne. S'il y a un problème avec un client, c'est vraiment la référente du jour, et ça tourne. Et en fait, le collaborateur se rend compte aussi de ce que c'est, de toutes ses responsabilités, et se sent encore plus impliqué, et vit en fait vraiment les choses plutôt que ce soit du descendant toujours d'un directeur qui dit tiens ça va pas. Et même les autres collaborateurs en général ça se passe bien parce que c'est un père qui va leur dire tiens là on pourrait peut-être travailler sur cette problématique parce que je me rends compte en fait que ça fonctionne pas ou que le client ça lui plaît pas. Et voilà, ça permet vraiment de progresser, de travailler ensemble et éviter, nous on n'aime pas trop chez Decathlon le descendant, c'est plutôt, je vous disais, le collectif, le collaboratif, c'est vraiment notre marque de fabrique et ça fonctionne plutôt bien. Donc si je vous entends, vous avez une structure extrêmement plate. Plate, oui. Oui. Donc il y a le patron du magasin et puis tout le monde en dessous. Tout à fait. Et chacun, à tour de rôle, prend la responsabilité et quelque part s'auto-investit du sujet. Et d'ailleurs, on a bien vu que ça fonctionne extrêmement bien quand on a des périodes comme le Covid, où moi, je me disais, mais les autres entreprises qui ne fonctionnent pas comme ça, le patron de l'entreprise, qu'est-ce que ça a dû être compliqué pour lui? Alors que là, la responsabilité, en fait, elle était partagée avec notamment Arlon sur les 60 collaborateurs. Et vraiment, du coup, ça permet de vivre quand même des périodes difficiles comme ça de façon bien plus légère. Et voilà. Et le directeur du magasin, il dort quand même beaucoup mieux le soir. Il a des nuits qui sont plus sereines. Donc ça, c'est vraiment chouette.
Et alors, comment devient-on directeur de magasin chez Decathlon alors? Alors justement, là, Arlon est aussi un très bon exemple, c'est qu'il a été choisi par les collaborateurs du magasin. Donc c'est vraiment, en fait, il y avait une équipe de 7 recruteurs, en fait, et qui avait écrit le profil, voilà, on aimerait avoir un directeur qui soit comme ci, comme ça, comme ça. Et après, donc, on a publié cette offre d'emploi, parce que j'ai fait partie des personnes qui l'ont recruté. Et voilà, et quand les candidats et les candidatures sont arrivées, on est à 7. Et voilà, fait les entretiens avec les candidats et on l'a choisi et on s'était dès le départ dit on le choisira à l'unanimité. Si une des 7 personnes trouve que cette personne n'est pas la bonne, on ne la prendra pas. Voilà. D'accord, donc on est quand même sur un management très très disruptif, assez original. Alors, expliquez-nous un peu dans l'enquête de Deloitte, qu'est-ce qu'on peut voir et faites-nous un peu la résonance maintenant, peut-être de l'autre côté. Oui, alors ce qui est intéressant dans une telle enquête, dans un livre blanc comme on peut l'écrire, là, c'est qu'on interroge les gens sur leur perception et donc on arrive à rendre objectif le subjectif avec quelques stats. Je rejoins Christian, ce que vous disiez sur les freelances et la volonté ou non de rejoindre un grand groupe. Ce que les jeunes attendent aujourd'hui d'un employeur pour rejoindre un employeur, un grand groupe ou un groupe un peu plus restreint, c'est la gestion du stress, la sustainability et l'impact sociétal. Le stress... le niveau de stress a diminué drastiquement pendant la pandémie. Ça, c'est hyper clair. Quand on fait les statistiques en avril par rapport à décembre, on voit que les jeunes ont moins stressé pendant le confinement. On a parfois entendu l'inverse, mais moins pendant le confinement qu'avant. Il n'empêche que quand on les a interrogés initialement en décembre 2019, un tiers de ces générations Y et Z avaient pris un congé sur l'année 2019 pour des raisons de stress. Donc la santé mentale est pour eux quelque chose de très très prégnant et il faut travailler ces gestions du stress dans l'entreprise pour pouvoir réussir à les intégrer. Ils sont d'ailleurs 52% à notre étude à reconnaître que les différentes entreprises et notamment les grands groupes font beaucoup en matière de bien-être, en matière de coaching, etc. pour les attirer. Donc niveau de stress à travailler. Deuxième point, la sustainability où les jeunes veulent que l'entreprise soit impliquée dans un développement durable et notamment en matière d'environnement. L'environnement ressort énormément comme étant un des critères, en tout cas perçus comme très très important pour ces générations. Maintenant, ils sont 2/3 à penser que ça ne va pas être chose facile à venir du fait de l'impact de la pandémie avec tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on a pu vivre. Donc 2/3 à penser que leur entreprise ne pourra malheureusement plus être aussi prégnante en matière de défense de l'environnement ou d'impact durable comme elle l'a été par le passé. Troisième niveau d'importance, donc le stress, la sustainability, l'impact sociétal. Les jeunes veulent vraiment se sentir utiles et veulent travailler dans une entreprise qui est utile. C'est là qu'on voit un petit décrochage. Le taux de jeunes qui pensent que leur entreprise et que leur travail n'est pas utile à la société est en augmentation assez croissante sur les 10 dernières années. Il augmente de 10 points sur les 10 dernières années. Vous avez parlé tout à l'heure, Karine, du smartphone, du device. Nous, juste, ce qu'on voit aussi là-dedans, alors on le voit chez Deloitte et on le voit aussi à travers l'étude, c'est bien sûr, il y a l'importance du device, mais vous, comme moi, Christian, on est dans un secteur où on a le smartphone, on a l'iPad, voilà, c'est quelque chose qui est commun. Maintenant, là où il faut qu'on se challenge tous ensemble, c'est sur les outils qu'on met sur ces devices, c'est-à-dire les outils de communication. Comment faire en sorte que quand je suis à la maison, j'arrive à communiquer comme je suis en open space ou en face à face ou en sorte de réunion. Des outils de co-création, parce que c'est bien beau de communiquer, mais il ne faut pas non plus que ça soit que descendant. Il faut qu'il y ait une interaction qui existe voilà, pour favoriser la création de contenu. Et puis aussi des outils de feedback ou d'interaction en tout cas. Il faut pouvoir prendre le pouls des équipes pour pouvoir éventuellement prendre en compte des mesures adéquates si quelque chose ne va pas et qu'on se rend compte que quelque chose ne va pas à distance, puisqu'on est tous à distance encore en ce moment. Si j'ai aussi bien compris, vous avez mis en place d'autres structures. Vous m'avez parlé du conseil des jeunes professionnels. Racontez-nous un peu comment vous fonctionnez sur tout ça. Oui, alors là, c'est vrai que toutes ces valeurs de stress, toutes ces valeurs d'impact sociétal, de sustainability, nous, on essaye donc de les développer dans l'intégration de nos différents jeunes à travers ce qui est conseil des jeunes professionnels. On a des jeunes qui se réunissent de façon mensuelle pour faire des préconisations d'action auprès du management, de la hiérarchie chez Deloitte, qu'on essaye de redescendre. Et puis derrière, bien sûr, on a, vous avez parlé tout à l'heure d'accompagnement des nouveaux entrants, on a aussi tout ce qui est Induction Week, etc., où on essaye bien évidemment de passer les valeurs de société, de partager les valeurs de société et aussi de prendre le feedback des jeunes quand ils arrivent. C'est toujours très très intéressant. Alors, si je vais peut-être au niveau du chat, peut-être pour faire une petite pause.
on a ici une personne qui nous demande quel niveau on utilise, quelle échelle on utilise pour mesurer le stress avant et après. C'est simplement dans une étude comme ça, il y a énormément de questions. Énormément de questions. À nouveau, il y a soit de l'objectif, soit du subjectif. Là, on est sur la perception. Donc, on demande simplement aux gens de se dire, étiez-vous stressé ? C'est une réponse, oui ou non, sur 27 000 jeunes interrogés. D'accord. Peut-être une autre question. On voit que le reverse mentoring a l'air d'être quelque chose qui devient très trendy. Enfin, quelque part, c'est ce que vous faites en permanence, Oui, puisque c'est pratiquement institutionnalisé. C'est aussi quelque chose qu'on voit chez Deloitte ou chez vous, Mathieu ? Alors, reverse mentoring, nous, je dirais que chez Deloitte, ce qu'on a mis, ça fait d'ailleurs écho à une autre question, je crois, qu'est-ce que vous avez mis en vigueur comme exemple ? Nous, par exemple, chez Deloitte, ce qu'on a mis en place, c'est du coaching, on va dire, de proximité, où c'est toujours quelqu'un d'assez proche et pas un coach externe. Il y a bien sûr des coachs externes qui interviennent et qui ont leur valeur ajoutée, qui sont très très importants, notamment pour la strat manager. Par contre, en dessous, on essaye de faire en sorte que chaque jeune qui arrive ait un coach dans l'équipe et qui puisse échanger et à nouveau partager sur toutes les valeurs, qu'elles soient comprises ou non comprises au niveau des new joiners. Avant de passer à Mathieu, j'ai quand même encore une question pour Karine. Le système dont vous nous parlez paraît presque idéal, parce que quelque part, quand on l'écoute comme ça se dit « Waouh, c'est cool, ça marche bien ce truc ». Je suppose que ça ne s'est pas fait en un jour. Il y a eu quand même probablement un certain... On marche et on tombe. Alors, c'est quoi les pièges à éviter quand on commence à faire cet entrepreneuriat, cette prise de responsabilité ? Je suppose que le rôle du chef de magasin, il est quand même important pour guider toute cette bande de jeunes-là. Alors déjà, comme je vous disais, Decathlon, on est un groupe international, on n'en est pas tous au même rythme, ça dépend aussi des pays et des magasins. Et vous avez tout à fait raison, c'est quand même très lié au leader du magasin et de l'impulsion qu'il veut donner. Et ça, vous n'y pouvez rien. Donc voilà, après, il faut effectivement, quand vous avez vraiment un leader de magasin qui a la volonté de faire changer les choses, voilà, ça avance, mais ce qu'il faut effectivement, on dit toujours libération d'entreprise, mais il faut bien mettre un cadre, et c'est ça qui est important. Et parfois, effectivement, on se dit super, on va pouvoir faire plein de choses, mais le cadre est important, c'est-à-dire, ok, on reste quand même une entreprise commerce, on a des clients, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et effectivement, le gros risque, c'est qu'à un moment donné, chacun se dise, ben voilà, puisque j'ai le droit de faire ce que je veux, ben, je fais ce que je veux quand je veux. Et là, à un moment donné, vous êtes quand même dans une organisation. Je parlais du collectif, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est effectivement, parfois on fait marche en arrière en disant, bon là on est allé peut-être un petit peu trop loin, ou aussi c'est très lié aussi aux personnes qui travaillent dans votre magasin. Il faut accepter que tout le monde n'avance pas aussi au même rythme. Et il y a des personnes, en fait, quand vous leur donnez trop de liberté, elles ne savent pas quoi en faire de cette liberté. Donc il faut les accompagner aussi et accepter que ces personnes-là, elles aient besoin d'un peu plus de temps. Et peut-être parfois, vous avez des équipes ou des collaborateurs qui ont encore besoin d'un accompagnement assez fort d'un leader, et puis d'autres qui sont plutôt prêtes à prendre leur envol. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a plusieurs vitesses dans le magasin. Il faut l'accepter, mais ça fonctionne très bien. Voilà, merci. Bienveillance et empathie, ça fonctionne. Alors Mathieu, faites-nous un peu l'écho. Alors, je vais rebondir sur deux choses que je viens d'entendre. Le stress au travail, premier point. En fait, chez nous, on n'a pas de fiche de poste, ou en tout cas, si elles sont présentes de façon très réduite. On pense chez nous que chacun doit pouvoir avoir la capacité de pouvoir se réaliser dans l'organisation. Et pour nous, les fiches de poste, plus on met de choses à l'intérieur, et plus ça limite l'expansion de la capacité de chacun d'individu à pouvoir se réaliser dans l'organisation. La deuxième chose, c'est cette notion du sentiment d'égalité intrinsèque. Alors, de la même façon que Karine chez Decathlon, chez nous, il n'y a pas de statut. Chacun a le pouvoir de faire les choses. Chacun a le pouvoir de s'investir s'il en a envie, si son projet répond au projet collectif qui a été co-construit. Et d'ailleurs, il s'est co-construit chez nous il y a quelques années sur une plage avec 500 équipiers, conjoints, conjointes, fournisseurs, partenaires. Et cette vision s'est engagée ensemble pour un monde meilleur. Et je réponds également là à ce que disait Deloitte, qui disait que en fait, la nouvelle génération a besoin aussi de pouvoir s'inscrire dans une organisation dans laquelle l'aspect sociétal a sa place. Le coaching
est ouvert chez nous, puisqu'il n'y a plus de strates non plus, est ouvert à l'ensemble des équipiers de l'entreprise. Parce que sinon, on n'est pas dans ce sentiment d'égalité intrinsèque. Et donc, le coaching est mis à disposition de chacun. Je vais reprendre la fiche de poste. Ma fiche de poste, à moi, elle contient une ligne, une de nos valeurs, la performance par le bonheur. Et donc, je me raccroche systématiquement à ça et ça lève l'opportunité de pouvoir me réaliser sur plein d'autres domaines. Je vais vous prendre un exemple très concret. Je suis passionné par les chevaux, c'est une passion, et je me suis donc formé il y a maintenant un peu plus de 2 ans à l'accompagnement assisté par le cheval, et donc ça c'est quelque chose qui est rentré à l'intérieur de l'organisation, et donc chaque équipier qui le souhaite peut faire un travail de développement personnel sur lui-même, accompagné par le cheval. Et ça m'a permis, moi, de vivre une passion. Et en fait, on vient répondre à ce que l'on appelle le sweet spot, la réunion de 3 choses. La première chose, c'est ce que j'aime faire, ce que je sais faire, et ce dont l'organisation a besoin. Et je pense que si on arrive à réunir ces 3 éléments-là, alors on a un niveau de stress qui est bien plus bas et un niveau d'épanouissement et d'autodirection qui est important dans une organisation comme la nôtre. Alors, je vais un peu vous challenger. Parce que ça a l'air un peu angélique tout ce qu'on entend, même si de toute évidence ça a l'air de fonctionner. Et on a quand même pas mal d'organisations que nous rencontrons qui nous disent « Ah, mais vous savez, nous on met en place de la nouvelle technologie, ça disrupte complètement notre job, il y a toute une partie de trucs qui sont faits par l'intelligence artificielle, il y a des choses qui sont faites par ça, il faut plus de compétences pour les gens, résultat il faut revoir les tâches des collaborateurs. » Ça arrive chez vous aussi, ça, quand même. Donc, comment on fait face? Parce que ce monde un peu idéal, là, comment il fait face à cette bouleversement des tâches et comment vous vous adaptez à tout ça? Eh ben, en laissant de la place au regard de chacun. La période qu'on vient de traverser, qu'on n'appelle pas crise chez nous, on a décidé de ne pas traduire cette période du Covid par le mot crise, mais simplement de période pour laisser effectivement la capacité à chacun de pouvoir se réinventer dans l'organisation. Alors, cette période est très apprenante pour nous. Déjà, est-ce qu'une entreprise comme la nôtre est plus agile qu'une autre entreprise? Il nous aura fallu 2 heures pour le mardi 17 mars, passer l'ensemble des équipiers, c'est-à-dire plus de 450 personnes, en autonomie, en télétravail, de chez eux. Ça, c'est un premier aspect très concret de ce que peut donner ce type d'organisation fort d'une période comme la nôtre. La deuxième chose, et je vais vous citer quelques exemples, en fait, cette période qui a duré un certain temps nous a permis de pouvoir, par l'intermédiaire d'outils d'aujourd'hui, de fichiers partagés et collaboratifs, de pouvoir lancer plein d'innovations au sein du groupe. Je vais en retenir que quelques-unes. La première, c'est on a créé un service de décontamination en quelques jours suite à cette période-là. On s'est réadapté et on a en fait l'ensemble des équipiers et l'ensemble des cerveaux représentant cette organisation a contribué à se réinventer autour, par exemple, de ce service de décontamination. Et je vais vous prendre un autre exemple qui était assez paradoxal, c'est que la distance nous séparait et en même temps a été créée une salle de pause virtuelle. Alors, c'est quoi une salle de pause virtuelle? C'est une salle dans laquelle chacun des équipiers qui le souhaitait pouvait faire la même chose qu'il le faisait quand il était en présentiel, c'est-à-dire aller boire un café en se connectant sur sa visio pour pouvoir partager un café, une discussion avec quelqu'un présent dans cette salle de pause. Et ça peut être possible qu'à partir du moment où tout est mis à disposition. Alors, pour la nouvelle génération, c'est beaucoup plus simple pour eux. Je vous entendais parler de leur capacité, effectivement, à utiliser la visio. Il y a un nouveau service qui a émergé également. C'est la capacité de faire un compte-rendu d'intervention chez Chronoflex en vidéo directement. Et là, si je regarde les populations qui sont le plus friands de ce type de compte-rendu, c'est bien évidemment les nouvelles générations qui utilisent de plus en plus ce type d'outils au sein de l'organisation Chronoflex. Karine, chez vous, je suppose qu'au vu de l'organisation ou de ce que vous nous racontez, ça se fait quoi, naturellement? Comment, quand on met de nouvelles fonctionnalités qui font, je sais pas moi, de l'archivage automatique ou qui regardent ce qui se passe dans les rayons tout seul, comment ça s'adapte tout ça? En fait, nous, on réfléchit beaucoup à
justement à créer de nouveaux outils qui en fait diminuent les tâches sans valeur ajoutée. Nous dans le retail, en fait, si aujourd'hui le retail veut rester, c'est bien privilégier le contact avec le client. Donc toutes les tâches sans valeur ajoutée qui prennent du temps aux vendeurs, il faut essayer de les diminuer. Donc effectivement, on prépare l'environnement et là par exemple, quand on parlait de nouveaux outils aussi, comme un robot qui fait l'inventaire la nuit, c'est parce que dans le retail, évidemment, le stock est hyper important, le stock juste surtout, que le client trouve ce dont il a besoin. Et en fait, chaque coéquipier est obligé de faire des contrôles de stock tout le temps. Et en fait, on se dit, mais ça n'amuse personne, même si on a du RFID, etc. Mais, donc en fait, on prépare l'environnement et après, le collaborateur, il ne peut que être content en fait, de ne pas avoir à faire ces tâches-là. Et ça lui libère du temps justement pour imaginer d'autres choses et être en présence de son client. Et la mise en place n'est pas très compliquée en fait. Dès lors où vous expliquez aux collaborateurs, coéquipiers, en fait, à quoi ça va servir, il y a une adhésion qui est quand même... je pense que quand on explique bien ce que ça va te permettre de ne plus faire, qui n'est pas très drôle, ça passe très bien. D'accord. Bon, alors, on va peut-être revenir à l'étude. Sur base de ce qu'on vient d'entendre, est-ce que ça match, François ? Oui, alors déjà, à titre personnel, professionnel, je rejoins ce qui est dit sur l'entrepreneuriat, l'agilité, l'exigence, etc. Ouais, ça match avec l'étude. Ce qu'on voit dans cette étude, c'est qu'il y a eu un impact pandémique, certain, et de toute façon, on le voyait déjà avant la pandémie, sur ce que nous, on appelle le triptyque work, workplace, workforce. Donc, quel travail est à faire, où doit-il être fait et qui doit le faire ? Bon, le workforce, on en a parlé tout à l'heure, avec notamment l'impact sur le temps de travail. Maintenant, si je reviens sur le work, les jeunes, cette génération Y, cette génération Z, est plutôt positive par rapport à ce qui est mis en œuvre par les sociétés, que ce soit des grands groupes, des groupes moyens, tout ce qui est mis en œuvre pour les accompagner sur ce travail, par les systèmes de rémunération, etc., etc., etc. Maintenant, le point saillant qui ressortait déjà en décembre, soit avant la pandémie, c'est que cette jeune génération est de plus en plus à la recherche de training, de formation. Ils sortent de l'école, ils arrivent sur le marché du travail et aujourd'hui, moins de la moitié d'entre eux estiment avoir les capacités nécessaires pour faire le job pour lequel ils ont été envisagés. Il y a peut-être même plus important comme statistique, c'est que le taux de ceux qui estiment avoir les compétences nécessaires pour faire ce job baisse drastiquement année après année. Ça, c'est sur l'aspect travail, le work. Le workplace, on dit les jeunes, on croit tous qu'ils sont libres, qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Bon, il y avait quand même un jeune sur deux qui n'avait jamais fait de home office avant la pandémie. Nous, on le voyait, c'est décembre 2019. Maintenant qu'ils y ont goûté, maintenant que le stress, pour une majorité d'entre eux, a baissé, ils souhaitent y regoûter, ils souhaitent pouvoir en bénéficier, ils souhaitent que l'entreprise aille plus loin, mais ils attendent aussi des efforts de l'entreprise. Sur l'IT, alors il y a quand même, et félicitations pour les 2 heures, on a quand même vu, je pense vous et moi Christian, des entreprises qui ont mis un peu plus de 2 heures à générer le télétravail. C'était quand même un challenge pour la plupart, honnêtement, des sociétés sur le marché. Donc ils attendent des efforts en termes d'IT, en termes de flexibilité. Ils souhaitent que la confiance se poursuive. La plupart des jeunes estiment que leur employeur leur a fait confiance pendant cette pandémie pour tout ce qui est home working. Il y a un lien, je reviens sur l'environnement, il y a un lien avec le climat. Donc les jeunes souhaitent continuer à travailler à la maison et souhaitent aussi continuer à voir le développement des outils digitaux se faire dans l'entreprise pour limiter les déplacements professionnels. Moins de déplacements, moins de stress, mais aussi un impact favorable sur l'environnement et le climat. Et ils sont même, je crois que c'est 56% dans l'étude, à se poser la question de la relocalisation, pour quitter les grands centres urbains et pourquoi pas s'installer en périphérie, voire à la campagne, si le home office était amené à se généraliser. Maintenant, il faut voir ça de façon très très positive, parce que si on arrive à combiner, si un groupe arrive à combiner les contraintes de work et de workplace, les jeunes, et vous avez annoncé tout à l'heure le 6 sur 10 en propos liminaire à cette table ronde, les jeunes seront fidèles pour la première fois depuis qu'on fait l'étude, et c'est une étude qui est réalisée de façon annuelle depuis plus de 10 ans maintenant, le taux de jeunes qui se dit prêt à rester dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent actuellement est supérieur au taux de jeunes qui disent qu'ils vont quitter l'entreprise dans les 2 ans à venir. Alors chez Deloitte, nous, on essaye de mettre ça en place, et sur le workplace, on a déjà une politique de remote et d'home office qui marche plutôt pas mal et qu'on complète. Sur le work, c'est vrai qu'on avance au fur et à mesure des échanges qu'on peut avoir avec les jeunes pour les former, pour avoir des training pass personnalisés, etc. Maintenant, on se pose toujours et on continue à se poser des questions sur le work, workplace, workforce pour nos clients et aussi en interne. Et c'est pour ça, Christian, qu'on participe au projet IMS avec les Digital Explorers. On y participe avec grand plaisir chaque année. Voilà.
Il y a une question intéressante qui est arrivée et qui est reliée un peu à ce que tout le monde vient d'évoquer ici. C'est on a cette image d'entreprise qui est jeune, dynamique, avec une moyenne d'âge très faible ou pas. Est-ce que ça ne peut pas faire peur à des personnes qui sont peut-être un peu moins jeunes, qui sont peut-être aussi en situation, par exemple, monoparentale ou qui ont un handicap? La diversité, c'est aussi une valeur extrêmement importante. Comment vous conjuguez, par exemple chez Decathlon, justement ces valeurs de diversité avec un environnement où il y a, entre guillemets, excusez-moi, que des gamins? Comment ça marche, ça? Bon, très bien. Moi, je suis plutôt un bon exemple. Moi, je travaille chez Decathlon depuis 4 ans seulement, donc j'ai plutôt une carrière ailleurs. Voilà, ça se passe très bien. On a en fait des projets de gender, de diversité qui sont très prononcés chez Decathlon. Quand j'ai travaillé dans un des magasins en France, j'avais dans mon équipe une coéquipière porteuse de handicap mental. Donc, c'est des choses qu'on fait régulièrement. Alors, forcément, ça demande de l'adaptation de poste. Mais on considère aussi que c'est hyper important, la diversité. Alors, c'est peut-être, effectivement, tout le monde en parle. Mais il ne faut pas croire, effectivement, que chez Decathlon, il n'y a que des jeunes. Il y a de tout, en fait. On accueille tout le monde. Et comme je vous disais, dans la mesure où on recrute que des sportifs pratiquants, n'importe quel âge, on est sportif pratiquant. Mais vous avez quand même particulièrement beaucoup de jeunes. Oui, on en a beaucoup, mais parce qu'en fait, mais c'est souvent un frein, des croyances limitantes. Certainement, moi, quand j'ai postulé chez Decathlon, j'avais plus de 40 ans. Voilà, j'ai été embauchée sans problème. En fait, il faut oser, c'est plutôt les candidats qui vont se dire, parce qu'effectivement, j'ai l'image, il n'y a que des jeunes dans cette entreprise, jamais on va m'embaucher. Voilà, à Arlon, c'est pareil. On a aussi des coéquipiers qui sont là depuis 3-4 ans, qui ont plus de 50 ans. En fait, qui font le choix à un moment donné de faire autre chose. Et voilà, ils pratiquent un sport. On demande juste ça. Peu importe l'âge. Donc la pétanque, ça marche aussi? Aussi. On vend, voilà. Tout à fait. L'entrepreneuriat, on nous pose aussi là des questions sur est-ce qu'il y a des exemples concrets d'entrepreneuriat? Mathieu, vous avez cité l'exemple du système des décontaminations. C'est venu de l'intérieur, ça. C'était pas une décision du top, ça. Tous ces sujets qui ont émergé pendant cette période qu'on a tous vécue sont venus de l'intérieur essentiellement. Alors, de l'intérieur, et je dirais même de l'intérieur et de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'un équipier qui est chez lui peut être marié, vivre avec quelqu'un. Et donc là, c'est vraiment l'ensemble de l'environnement qui participe effectivement à chacun de pouvoir se lancer et de pouvoir se réaliser dans l'organisation à partir du moment où ça c'est en ligne avec le projet collectif. Et le projet collectif, c'est la vision de l'entreprise qui a été co-construite. Et ça, c'est possible à partir du moment où, effectivement, l'information est disponible. Alors, l'information chez nous n'est plus un enjeu de pouvoir. Qu'est-ce qui permet de passer d'une étape de « j'ai une idée » à « je peux mettre en place un projet », il faut pouvoir rendre disponible l'information, toutes les informations auprès de l'entreprise. Et si je prends un exemple très concret, on a le président a la même information qu'un équipier qui arrive dans l'organisation. Et c'est exactement, c'est la notion d'égalité intrinsèque et la notion, l'information n'est plus un enjeu de pouvoir. Si on doit permettre aux gens de pouvoir se réaliser, de réussir ou d'échouer, les deux sont importants. Hein. On dit souvent, échouer, c'est la façon la plus facile de réussir. Donc, il y a une question qu'on se pose régulièrement, c'est quelles sont les dernières erreurs que j'ai faites cette année? Et si on n'a pas réponse à cette question-là, c'est probablement qu'on n'a pas pris assez de risques. Donc ça, c'est ce qui est clé, selon moi, c'est de permettre et de donner à tous les équipiers du groupe les mêmes informations, la capacité de pouvoir se former s'il le souhaite, de pouvoir acquérir les compétences s'il ne les a pas, pour lui permettre effectivement de contribuer à quelque chose qui va le passionner, dans lequel il aime prendre du plaisir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la synthèse de 3 choses, ce que j'aime faire, ce que je sais faire, et ça peut s'acquérir, et ce dont l'organisation, à un instant T, a besoin. 90% des organisations présentes dans le groupe aujourd'hui sont des organisations qui sont nées d'un équipier ou d'une équipière du groupe. Et oui, il y a eu des échecs. On a lancé par exemple
un projet de visite de la capitale parisienne en Méhari, c'est pas allé au bout. Et c'est OK, ça nous a donné effectivement, et ça a permis à la personne de pouvoir se poser les questions, de savoir si je devais refaire ce projet-là, qu'est-ce que je ferais de différent ? L'idée n'étant pas de rester là où on en est, c'est OK, ça c'est un échec, c'est chouette, mais qu'est-ce que ça va me permettre effectivement de faire différemment dès demain ? Où je vous rejoins, et je regarde ma propre expérience et ce que nous avons chez nous, c'est on a souvent une idée préconçue du fait que les gens ou bien n'ont pas d'idée, ou ne vont pas participer, ou ne vont pas jouer le jeu. Et quand on vous entend, c'est tout à fait le contraire. On vit la même chose. On a lancé des grands concours d'idéation d'idées avec des ID Labs, etc., avec des concours internationaux d'idées. Et c'est toujours assez stupéfiant de voir le nombre de gens qui participent, avec franchement des super bonnes idées, de voir l'énergie que ça peut décupler, que ça peut générer. C'est assez bluffant. On a aussi lancé un programme qui aide les jeunes à lancer leur start-up. Là aussi, on se dit, de toute façon, il n'y aura personne. Et ce n'est pas vrai du tout. Il y a vraiment des jeunes qui prennent l'opportunité. C'est assez amusant parce que vous voyez sur le profil LinkedIn, consultant PEC et CEO, c'est assez amusant. Mais c'est très sérieux. Ouais. Mais c'est très sérieux. Et je pense que, alors c'est même plus que de l'entrepreneuriat, puisqu'ils le font pour eux et on leur permet de le faire. Mais je pense que c'est vraiment cette volonté de l'employeur à un moment donné de lâcher prise. On a cette verticalité qui est culturelle depuis des générations, avec ces strates qui sont structurées de manière extrêmement rigide. Et puis tout d'un coup, on découvre que des modèles comme les vôtres fonctionnent très bien, et que quand on lâche le morceau, entre guillemets, et que, comme tout le monde, on a mis tout le monde en télétravail du jour A au jour B, comme vous, comme tout le monde est sur une des grandes suites du marché, du jour au lendemain, tout le monde est parti en télétravail. Et tout le monde s'est posé la question dans le marché, partout, est-ce que ça va marcher ? Et tout le monde, aujourd'hui, nous redonne le même feedback qui est « ça marche, hein !» Et en fait, c'est l'histoire de la confiance. On vous l'avait parlé tantôt, François, on leur a fait confiance, alors on n'a pas eu le choix. Et combien de témoignages on a eu dans le marché sur dire « Oh, on l'aurait jamais fait, hein !» Oh, ça fait des mois qu'on discute de télétravail, des années, Monsieur Scharf, qu'on discute de télétravail, et évidemment qu'on n'était pas d'accord. Mais là, on n'a pas eu le choix. Donc, quelque part, on n'a pas eu le choix que de faire confiance. Et en fait, le fait de vivre ce que nous devons tous de vivre, cette période de Covid, ça a mis en lumière, en fait, qu'un certain nombre de modes managériaux peuvent sérieusement être challengés. Et que la confiance, ça fonctionne. Et que la délégation, ça fonctionne. Alors, il y a des limites, il y a de la bordure, il y a un environnement forcément à mettre. Et vous avez parlé, des gens parfois ont la liberté, ne savent pas quoi en faire. On ne peut pas laisser les gens seuls non plus, sans accompagnement totalement. À un moment donné, il y a forcément, ça marche avec 60-80%. Puis il y a les 20 ou 30% qui savent, comme vous dites, pas quoi faire de leur liberté. Mais clairement, on voit que cette manière de travailler fonctionne aussi. Donc et ça correspond, encore une fois, avec cette volonté des jeunes, on ne va pas revenir sur la définition, qui arrivent sur le marché. Et ce qui est assez, entre guillemets, inquiétant, je trouve, personnellement, c'est de voir que le pool va s'amenuisant, puisque la démographie ne joue pas pour nous en Europe. Il y a des statistiques effrayantes. Le Japon, par exemple, perd 400 000 travailleurs par an. Ouais. 400 000 personnes par an du marché du travail. Ouais. Tous les pays de l'OCDE, tous les pays, à l'exception d'un seul, seront en négatif en termes de marché du travail. Autrement dit, la sortie sera supérieure à l'entrée dans le marché du travail en 2030. C'est demain. Demain, à part en Inde, en OCDE, tous les pays seront en négatif, même la Chine, qui paye sa politique de l'enfant unique. Donc on voit que nous avons tous un challenge qui est clairement devant nous, qui est de dire comment va-t-on faire pour attirer ces jeunes ? Parce qu'on en a évidemment besoin. Et hier, nous avions un souper avec une trentaine de CEO en préambule de cet événement. Et il y avait Jean Bernoux, que vous connaissez peut-être, qui était là, l'ancien patron de McCain Europe, qui travaille aujourd'hui avec Mohamed Younous. Et Jean nous disait, vous savez, il y a 15 ans chez McCain, quand je cherchais quelqu'un pour le marketing dans le Nord, et ça doit vous parler, puisque vous êtes installé à Lille de la même manière, c'était une galère pas possible. Personne ne venait. Et il y a eu un changement de génération chez McCain, et il y a eu donc... voilà, on est passé à la génération suivante, et la génération suivante a remis le sens dans l'entreprise.
On est passé sur non plus une bottom line qui devait être la plus importante possible, mais un peu comme chez vous, il faut faire un impact sociétal. On veut de l'entrepreneuriat social, ça doit faire du résultat, mais on veut que ça fonctionne aussi d'un point de vue sociétal. Et il dit aujourd'hui, on croule sur les candidatures. Le branding a changé. Et je pense que le challenge que nous avons tous en tant qu'entrepreneurs, société, leaders de société, ça va être d'accorder, entre guillemets, ces valeurs que la génération qui monte porte en elle, à savoir la quête de sens, la quête d'autonomie, la quête de réalisation de soi, la quête d'autologie, d'écologie. On a envie d'avoir une planète qui fonctionne encore demain. On nous regarde comme des coupables en disant c'est vous qui avez foutu ce bazar, d'accord ? C'est vous qui consommez du CO2 à outrance. Comment vous, patron, aujourd'hui, vous faites pour réduire votre empreinte carbone ? Comment vous faites pour assurer un meilleur bien-être, un meilleur bonheur, hein ? Pour ne pas parler du bonheur absolu que nos amis bhoutanais mettent en place. Mais on a clairement là une responsabilité. Si on devait peut-être faire un petit mot de conclusion en faisant un petit tour de table en 2 minutes, qu'est-ce que vous... Si vous regardez votre vision de l'intégration ou du recrutement des jeunes et de leur management, avec quelques mots-clés, qu'est-ce qui serait peut-être les mots-clés qui vous viennent en tête comme ça maintenant pour nos auditeurs qui doivent être près de 400 à nous écouter au moment où on est ? Alors je commence peut-être à rebours et on terminera par Karine. François. Écoutez, moi je trouve qu'il y a quand on voit à nouveau les chiffres et c'est de la perception, mais une richesse inouïe de talent et d'envie dans cette génération qui arrive sur le marché avec des vraies belles valeurs que cette génération souhaite partager avec les gens un peu plus anciens et les malades. Donc à nous de saisir sur cette opportunité, surtout qu'on voit que les jeunes attendent et souhaitent être fidèles si on saisit ces opportunités pour les accueillir et les intégrer au mieux dans l'entreprise. Mathieu ? Moi, si j'avais un mot, c'est la confiance. Vous en parliez tout à l'heure. C'est la clé, selon moi, de la capacité des nouvelles générations à intégrer ces entreprises. Et si je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe dans une organisation classique quand une jeune recrue arrive ? Elle apprend son job pendant 1 semaine, et puis au bout d'une semaine, elle va voir son boss, puis elle lui dit bon, ben voilà, j'ai plein d'idées. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit souvent ? Malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, écoute, fais ton job, on verra après. Et bien, si on libère ça, ben ça donne plein de choses. Ça me donne des frissons d'en parler, mais en tout cas, pour moi, la clé, c'est la confiance qu'on met dans chacun des équipiers d'une organisation. Karine. Alors, il m'a piqué mon mot, donc j'aurais dit confiance aussi. Et c'est vrai que chez nous, on dit toujours « je dis, je fais ». C'est-à-dire, on a une idée, et ben vas-y, attends pas que quelqu'un, ou n'attends pas l'autorisation de quelqu'un. C'est que comme on disait aussi, on a le droit à l'échec, donc ce sera peut-être une mauvaise idée, ou peut-être partiellement une mauvaise ou une bonne idée. Mais c'est vraiment de dire faire confiance et dire bah, t'as une idée, vas-y, avance. Il n'y a que comme ça aussi qu'on saura si à la fin c'était une bonne idée. Et pas se faire vraiment confiance a priori. Je pense que c'est une bonne manière de peut-être de faire la conclusion. On a, je pense, les ingrédients dans un début de solution qu'on a élaboré ensemble. Effectivement, cette génération est formidable. Je pense que nos jeunes sont formidables. Ils nous rappellent à l'heure. Ils nous disent clairement, vous avez travaillé dans un modèle que vous avez choisi. Nous n'en voulons pas. On a envie de sens, on a envie de confiance, on a envie d'indépendance, mais on a aussi envie d'être en groupe, on a envie d'être valorisé, on a envie d'écologie, on a envie de quelque chose de soutenable, on a envie de quelque chose qui, quelque face, est rempli de sens. Je pense que c'est notre job aussi, demain, de trouver pour notre jeunesse, mais aussi pour nos entreprises, ces jeunes qui vont travailler pour vous. Alors je voudrais juste peut-être rappeler un sujet qui est l'initiative que tu as rappelé tout à l'heure, François, Digital Explorer, qui permet justement à ces jeunes de se frotter aux entreprises et d'essayer de réinventer les jobs de demain. Donc si vous ne participez pas encore à cette initiative, je vous invite vraiment à vous inscrire et à aider, entre guillemets, ces jeunes à inventer avec nous le monde de demain. Croyez-moi, ce n'est pas tant un service que vous leur rendez qu'un service que vous vous rendez à vous-même. Parce qu'avoir un œil nouveau, comprendre de la bouche des jeunes comment ils imaginent nos métiers demain et comment ils veulent les réinventer, c'est probablement plus un cadeau que vous faites à vous-même qu'un cadeau que vous leur faites à eux. Donc je vous invite vraiment à vous joindre à cette initiative. Il me reste à vous remercier, chers membres du panel, pour votre contribution.
Je pense qu'on a vraiment ici de très très beaux exemples de modèles qui fonctionnent. Et ce qui nous apportait, c'était de vous apporter un certain nombre d'exemples d'entreprises, de renom, de taille, de secteurs différents et qui ont réinventé un modèle qui fonctionne de manière différente, qui nous prouve que c'est possible, de vous montrer aussi via, entre guillemets, la statistique que c'était ce que nos jeunes attendent. Maintenant, j'oserais dire, il n'y a plus qu'à. Donc, à vous de travailler et peut-être d'arriver à adapter vos modèles. Nous allons maintenant faire une pause. Comme nous l'avons dit, il est important, et vous l'avez fait dans votre entreprise, Mathieu, il est important de continuer à connecter. Ça va être pour vous l'opportunité, pendant une bonne vingtaine de minutes, de travailler, si vous le souhaitez, avec le petit bouton qui se trouve au-dessus de votre écran, qui est participant, d'aller voir qui est disponible, et peut-être de faire un petit rendez-vous, et de prendre un petit café, un petit thé, un petit verre d'eau avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'échanger quelques pratiques, et je vous retrouve d'ici une bonne vingtaine de minutes. Merci beaucoup, et merci, chers membres du panel. Merci. Merci.